11 novembre 1918. À l'aube, le canon tonne pour la dernière fois. Puis vient le silence, immense. Les soldats tendent l'oreille, sans trop y croire. Dans le lointain, des volées de cloches, un clairon, l'ordre de cesser le feu. On a du mal à imaginer que l'enfer s'est terminé. Pour les civils qui vivaient avant la guerre, sur ces lieux maintenant dévastés, le plus douloureux est à venir. Il faut rentrer chez soi, reconstruire. Mais chez soi n'existe plus. Les champs sont effacés, les maisons ont disparu. Ce film raconte l'histoire de 5 villages du front de Champagne. 5 villages entre Reims et Verdun. Ils furent complètement rasés et n'ont jamais été reconstruits. Quand le vent souffle sur ces terres du bout du monde, il semble que leurs complaintes s'élèvent. Le chant triste d'une mémoire qui passe, de génération en génération. Sompy-Tahur, à quelques kilomètres des 5 villages détruits du front de Champagne. Une route longe l'immense terrain militaire du camp de Suippes. Au loin dans la forêt, le Ménil, le village de la famille de Michel, et 4 autres villages fantômes. Jean-Pierre est membre de l'association qui veille sur leur mémoire. On est à la limite, c'est-à-dire qu'on est arrivé en bordure du camp de Suippes, donc on ne peut plus aller plus loin sur cette route qui allait de Sompy à Tahur, qui fait environ 9 km, donc on est à moitié chemin, et comme vous le voyez, clôture électrique, barrière, route périphérique qui fait tout le tour de ce camp, de ce grand camp militaire de 13 000 hectares, et halte-tir, puisque là, on est en zone interdite. Maintenant, 3 ou 4 générations sont passées, mais je pense que toute personne aime bien revoir les lieux. Et puis, ces villages, c'est un peu un mythe aussi. Ils sont un peu, je dis pas un fantasme, mais ils sont toujours présents quand même dans une mémoire. « 1050 communes ont été totalement rasées, 1235 communes ont été rasées à 50%. On a, après la guerre, délimité les zones de combat en plusieurs zones en fonction de l'intensité des destructions. Donc il y a un code couleur qui a été utilisé, allant jusqu'au rouge, le rouge désignant les zones qui étaient jugées impossibles à reconstruire et à remettre en culture. Ménil-les-Hurlus, 97 habitants en 1914. C'est ici que sont nés les ancêtres de Michel et Mathéo. Ces images sont rares, car ces lieux dévastés sont désormais interdits aux curieux. Au printemps 1914, l'épicier passe 1 fois par semaine au village. On vit de peu, les loisirs sont rares. Au milieu des vestiges du cimetière, une pierre tombale. Un nom, Troncard-Rollet, le nom de famille de la jeune Marie-Hortense, la grand-mère de Michel. En mai 1914, elle prépare son mariage. Donc ils se sont mariés, mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés en 1914, au mois de mai. Le 12 mai 1914. Donc voilà leur photo de mariage. Tu vois, là, mon grand-père et ma grand-mère. Hein? Oui. Ma grand-mère, qui provient du Ménil, elle est née le 15 janvier 1884 au Ménil. Et mon grand-père est né à Varjoumelin le 19 septembre 1885. Oui. Un mariage en mai 1914. Les visages sont sérieux pour la photo. On passera 3 jours à faire la noce, une fête à tout casser. Les occasions sont si rares dans ce petit pays. En l'église du Ménil, Étienne Eugène D. épouse Marie-Hortense Louise Troncard.
En ce 12 mai 1914, le tumulte international ne résonne guère dans ce coin de Champagne. Tout au plus, sait-on qu'une crise menace dans les Balkans. Dans les familles de paysans, le travail accapare toute la vie. Au printemps 1914, bien sûr, les ruraux de la Marne lisent le journal. Ils se rendent bien compte qu'il se passe quelque chose au niveau international. C'est une région qui a connu la guerre de 70, et puis cette guerre de 70 qui reste quand même traumatisante. L'impression d'avoir été également oubliée très souvent par le reste de la communauté nationale. Loin du Ménil, l'Allemagne est sur le pied de guerre. Le haut commandement parachève le plan Schlieffen, le plan d'invasion de la France qui se trame depuis 1905. On attend l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. On attend Sarajevo. Dans 2 mois, la ferme des aïeux de Michel servira de quartier aux soldats du Kaiser. Inventaire, 3 quarts roulés. C'est la ferme qui était au Ménil. Tiens, je revois une horloge, une table ronde, une couette, un lit de plume, 12 cuillères, 12 fourchettes, une vache noire, une vache sous poil souris, une vache rouge. Vous voyez, il avait quand même, ça fait 5, 6 vaches qu'ils avaient. La France de 1914, c'est un pays rural. Au recensement de 1911, il y a 56% de la population qui vit dans les campagnes. À la différence de la Grande-Bretagne, l'Allemagne par exemple, où la majorité de la population est urbaine. Et la vie dans les campagnes, eh bien, c'est une vie qui est rude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau d'égout, bien souvent. Parfois pas d'adduction d'eau, hein. Il n'y a pas d'électricité, la plupart du temps. Ce sont des petits exploitants, bien souvent, des petits propriétaires. C'est aussi une vie d'entraide. C'est-à-dire qu'on se prête entre petits fermiers, son cheval, ses bœufs pour les labours. La famille Terrière est originaire de 2 villages détruits, Hurlu et Perthes. Tahur, 184 habitants en 1914. Le plus important des villages du camp de Suippes. C'est un vieux pays. On y a découvert un cimetière gaulois. En 1915, les Français attaquent Tahur, occupé par les Allemands. Les combats sont parmi les plus violents de toute la guerre. Le soldat Guillaume Apollinaire, dans le chant de l'honneur, écrit « Depuis 10 jours, au fond d'un couloir trop étroit, dans les éboulements et la boue et le froid, parmi la chair qui souffre et dans la pourriture, anxieux, nous gardons la route de Tahur. » À Tahur, en septembre 1914, tout est prêt pour la fête patronale. Mais avant, il faut rentrer la moisson. Dans un enregistrement rarissime, datant des années 70, Jean Gerbeau se souvient. Il avait 14 ans quand tous les hommes valides du village sont partis à la guerre. Il est parti de chez nous, les 3 commis, le berger et le père. Alors il n'y avait plus personne. Plus personne pour et on est venu nous enlever encore 2 chevaux. Pour le mois de septembre 14, quand on a parti, toute la moisson était rentrée. On s'est débrouillé, je ne sais pas comment. Mon frère 16 ans, et moi 14. On nous a aidés un peu, les dames ont voulu nous aider. Alors moi, à 14 ans, vous savez, j'ai pas peur de conduire 3 chevaux. Hein. La veille de partir, moi j'étais couché dans une alcôve avec mon frère, il y avait les états-majors qui étaient là. Le général, je les ai écoutés. Alors ma mère dit au général, faut-il partir? Vous irez, madame. Avec les atrocités qui se passent. Faut pas rester ici. Alors elle s'est décidée à partir, mais on n'a rien pris.
Les gens partaient sur les routes avec voiture s'il y avait voiture, sans voiture à pied s'il le fallait, et reculaient par rapport à l'avancée des zones ennemies. « 5 septembre 1914. Les Français et leurs alliés britanniques ont cessé de reculer. Le maréchal Joffre, commandant en chef, donne l'ordre de la contre-attaque. C'est la première bataille de la Marne, devenue célèbre à cause des taxis parisiens qui y ont participé. Une victoire française, la première. Pour les familles qui fuient, l'espoir renaît de revenir dans leur village. Un espoir vite brisé. Désormais, les armées s'enterrent. On passe de la guerre de mouvement à la guerre de position. Les villages vont être organisés en défense. Donc, dans un premier temps, jusque d'octobre 14, enfin même de fin septembre 14 à septembre 16, le front va s'établir sur le pays des Hurlus, qu'on va appeler, qui regroupe Perthes-les-Hurlus, Ménil-les-Hurlus et Hurlus. Et là, on sera tout près des avant-postes français. Même au début, à Perthes-les-Hurlus, on se bat dans les rues. À cette occasion, il y a le fin septembre 1914, c'est le peintre expressionniste August Macke qui meurt d'une balle en plein front dans une rue de Hurlus. Le front. À partir de ce mois de septembre, ce sera une succession de boyaux, de postes avancés, de cagnards. Un terrain retourné, percé de part en part. Les premières destructions se font au niveau des églises, car les artilleurs se servaient des clochers, donc des points hauts, pour régler leur tir d'artillerie. Vous tirez au canon, vous visez autour de l'église, vous êtes sûr de tomber sur le village, vous savez que vous avez des troupes dans le village. Donc rapidement, les églises vont être détruites. Si elles ne sont pas détruites par les artilleries, elles sont volontairement détruites par les Français ou par les Allemands pour éviter donc ces points de repère par l'artillerie. L'écrivain allemand Ernst Jünger, héros de 14-18, observe fasciné la destruction d'un village sous le feu de l'artillerie. Les geysers de terre, hauts comme des clochers, se suivaient à la file. Comme par magie, les maisons étaient l'une après l'autre aspirées par le sol. Les murs crevaient, les pignons croulaient, et des charpentes sans toiture étaient projetées en l'air. Ces maisons écroulées vont vite servir aussi pour les soldats. Les soldats s'installent dans ce premier hiver de guerre avec aucun moyen de survie dans ces tranchées. Donc ils vont prendre des poutres en bois pour tenir la tranchée. Ils vont prendre le parquet déchiqueté par les obus pour faire du bois de chauffage, pour maintenir les parois des tranchées. Un an va s'écouler. La vie s'organise sur le front. On sait à présent que la guerre sera plus longue que prévu. Le premier hiver est très froid. Les autres ne vaudront guère mieux. En 1915, l'état-major français décide une grande offensive. Il faut reprendre l'initiative. Les villages détruits ont été décorés de la Croix de guerre en 1920. Ils ont cessé définitivement d'exister en 1942 sur décision de Philippe Pétain et du gouvernement de Vichy. Leurs noms ont été accolés aux villages voisins qui ont eu la chance de survivre à la Grande Guerre. En 1950 est créé le camp de Suippes, un vaste terrain d'entraînement pour l'artillerie et l'aviation entre Reims et Châlons-en-Champagne. Les visites sont très réglementées. Elles se font de plus en plus rares et les habitants ne comprennent plus pourquoi les barrières du camp se sont refermées. Cent ans ont passé. 100 ans que les commémorations des combats de Champagne se succèdent à la ferme du Navarin. Autour de la cérémonie, les descendants de ceux qui vécurent à Tahur, à Perthes-les-Hurlus ou au Ménil. Pour eux, aucune allocution.